Bonjour tout le monde. On va commencer la présentation avant que j'introduise notre partenaire que nous avons aujourd'hui. Je vais commencer avec un petit vidéo. Je vais parler d'Invest, 2-3 minutes, et de services de soutien plutôt aux employeurs du Nouveau-Brunswick. Et par la suite, je vais vous présenter finalement notre invité d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, mon nom, c'est Christian Lantin. Je suis gestionnaire des services de soutien aux employeurs du Nouveau-Brunswick. Alors, c'est un petit vidéo, un slide, et par la suite, on commence la présentation. Juste un instant. Alors, encore une fois, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire cet après-midi où est-ce qu'on met en vedette une organisation très réputée et très importante au niveau de la communauté qui est Capacité Nouveau-Brunswick. Comme je mentionnais, j'ai juste quelques petites choses que j'aimerais parler avant de vous présenter notre guest. Et un peu, finalement, c'est au niveau des services de soutien aux employeurs. Qui sommes-nous? Bien, essentiellement, nous sommes une agence qui fait la promotion de l'embauche des personnes ayant un handicap à travers la province. On promouvoit la diversité et l'inclusion. Et alors, essentiellement, notre seul objectif, c'est de rencontrer les employeurs, leur donner les outils et changer leur attitude par rapport aux possibilités que représente l'embauche des personnes ayant un handicap au sein de leur organisation à titre d'employeur. Alors, comme je mentionne, notre mandat, c'est d'encourager et de démontrer l'importance de l'intégration des personnes ayant un handicap au milieu de travail. Nous offrons un service gratuit et bilingue partout en province. Notre bureau est basé ici à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, mais nous nous déplaçons un peu partout puisque nous rencontrons les employeurs soit sur une base individuelle ou de groupes, que ce soit par l'entremise de chambres de commerce ou même des rencontres privées d'employeurs. Et lorsqu'on les rencontre, on leur présente surtout le business case qui démontre clairement les avantages concurrentiels pour les employeurs d'embaucher. Ce qui est très important de savoir à propos de notre organisation, bien entendu, nous sommes financés par le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick grâce à une entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le marché du travail. Mais plus important, ce que vous devez savoir, c'est que nous ne sommes pas une agence qui travaille directement auprès des personnes ayant un handicap. À vrai dire, nous travaillons seulement avec les employeurs, mais avec les agences également qui sont spécialisées, qui offrent des services auprès des personnes ayant un handicap. Nous ne sommes pas les spécialistes en cette matière. Nous sommes un peu, finalement, le fil conducteur entre les employeurs, les personnes ayant un handicap et les agences qui sont spécialisées, qui travaillent avec eux autres. Notre objectif est surtout, faire la promotion et d'essayer de convaincre les employeurs, finalement, du bien fondé, d'opter pour cette démarche. Alors, nous, les services de soutien, comme je vous mentionne, on n'est pas une agence de placement, mais on travaille avec des agences spécialisées. Et entre autres, dans les agences spécialisées, nous en avons une au Nouveau-Brunswick qui s'appelle Capacité Nouveau-Brunswick. Et en ce sens, aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir avec nous Mme Tammy Lee Wright, qui est conseillère en réadaptation pour Capacité Nouveau-Brunswick. Tammy, bonjour. Allô, allô. Comment ça va, Tammy? Ah, ça va. Très bien, bon, parfait. J'espère que la température où est-ce que tu es est aussi belle que où est-ce que je suis, parce que je pense qu'on est dans la même région, n'est-ce pas? J'allais pas dire Moncton et Dieppe, on est assez proches, là. On est assez proches. Camille, je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation pour le webinaire. Pour le bénéfice de tout le monde, encore une fois, l'objectif, c'est de leur partager finalement un peu de statistiques, mais surtout de l'information par rapport aux services que vous offrez. Et le webinaire, pour le bénéfice des gens, c'est un dialogue que je vais avoir avec Tammy Lee, où est-ce qu'on va parler des différents services. Je vais lui poser des questions aussi, des fois, pour élaborer. Et durant la présentation, je vais permettre à des gens qui participent à l'auditoire de poser des questions en temps et lieu par le chat. Et Tammy Lee essaiera
pas finalement, tant bien que mal, de répondre aux questions finalement que nous pourrons recevoir. Pour le bénéfice de tout le monde également, c'est très important, le webinaire va être enregistré. Il sera disponible auprès de Capacité Nouveau-Brunswick et également sur notre site web des services de soutien aux employeurs du Nouveau-Brunswick. Alors, sans plus tarder, Tammy, j'ai parlé un peu trop, je te laisse la parole et parle-nous un peu de votre mission. C'est quoi ça, Capacité Nouveau-Brunswick? Nous autres, ça fait au-dessus de 60 ans qu'on est dans la province du Nouveau-Brunswick. Puis nous autres, on est vraiment spécialisés à aider les personnes qui ont une mobilité réduite à trouver accès à les différentes ressources de la communauté. Donc, notre mission, c'est vraiment de fournir des services innovateurs puis de développer la réforme progressiste de la politique. Ça fait, on veut assurer que le monde puisse avoir une vie indépendante et la pleine participation communautaire. Puis c'est certainement à travers de l'emploi puis de l'éducation que ça va se faire. Dis-moi ceci, tu as dit quoi, Tammy, qui est très important finalement. Vous offrez des services, mais également, je comprends très bien, vous êtes une agence aussi qui fait énormément de travail auprès des différents paliers de gouvernement pour s'assurer finalement que les politiques gouvernementales qui sont développées correspondent à améliorer la situation de la clientèle dont vous desservez. C'est ça? C'est ça. Ça fait, on fait beaucoup de 1 à 1 avec nos services, mais à force de toujours voir les mêmes variables, les mêmes choses qui se passent dans la communauté, on peut de là y aller au gouvernement ou bien, et puis aider à changer la politique un petit peu, que ce soit en termes d'accessibilité ou les réformes en termes de l'accès à l'équipement, puis tout ça. Exactement. OK. Et là, tantôt, tu as dit que ça fait déjà une soixantaine d'années que vous êtes en opération. Là, brosse-moi un peu un petit tableau de votre histoire parce que je vois sur la slide, si tu me permets l'expression, finalement, à l'écran, que ça n'a pas toujours été Capacité Nouveau-Brunswick. Non, c'est ça. Nous autres, on a été fondés par des vétérans. Il y a un monsieur qui s'appelle John Council, puis lui, c'était un vétéran qui avait une blessure médullaire, puis il était à l'hôpital, puis il a dit à ses chums, je ne vais pas rester ici toute ma vie, faut vraiment qu'on fait de quoi, parce que vu pas dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'accès à des services. Okay. Ça fait les autres ont vraiment aidé pour pousser les choses. Puis de là, l'Association canadienne des paraplégiques a été fondée en 1945. Okay. Puis à partir de là, il y a eu une section en Atlantique en 52 qui s'est créée. Et puis à notre 55e anniversaire, ben, on a comme rebrandé, c'est du on a renommé notre organisme à Capacité Nouveau-Brunswick à cause qu'on n'aide pas seulement le monde avec des blessures médulaires, mais n'importe quel handicap qui est lié à la mobilité. Ah, OK. Là, je comprends pourquoi finalement la distinction au niveau du nom en tant que tel. Alors, je comprends bien, vous autres, là, c'est tout ce qui est mobilité. C'est ça. Ça fait n'importe quoi qu'une personne a la misère de se déplacer d'une place à une autre. C'est comme dans notre roue d'outils, là. Ouais. OK, parfait. OK. Alors, on parle un peu d'histoire à un moment donné, mais parle-moi maintenant brièvement de qu'est-ce qu'on... Parle-moi, on va parler un peu de définition ou peut-être que tu pourrais éclaircir pour le bénéfice des participants sur le webinaire. Qu'est-ce qu'une incapacité liée à la mobilité? Parce qu'il y en a plusieurs, je crois. Oui, certainement. Puis, je veux dire, souvent, on pense à une incapacité liée à la mobilité qu'il faut que le monde soit en fauteuil, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Des fois, ils peuvent utiliser une marchette ou des béquilles, mais des fois, c'est juste du monde qui ont la misère de se déplacer, soit à cause du ballon ou en termes de leur niveau d'énergie, mais ils ont la misère d'aller comme à un point A, un point B, sans avoir de l'aide d'une façon ou l'autre ou que ça prend beaucoup de temps. C'était très intéressant parce que je peux voir à un moment donné la paralysie cérébrale, spina bifida, sclérose en plaques. Effectivement, c'est peut-être pas nécessairement quelqu'un finalement qui pourrait avoir besoin d'équipement pour se déplacer, mais dans la mesure qu'ils ont certaines limitations pour se déplacer, ça devient automatiquement une mobilité réduite.
Oui, c'est ça. Puis surtout avec la population vieillissante, je veux dire, il y a beaucoup de monde dernièrement qu'on aide avec des troubles de hanche, des troubles de genoux, la maladie cardio-pulmonaire, des différentes choses de même aussi, là. Je peux voir à ce moment-là, finalement, qu'on parle d'un spectrum très, très, très large. À un moment donné, c'est toute personne, comme je mentionnais au début, toute personne à ce moment-ci qui a des problèmes de mobilité réduite à un certain niveau. Parle-moi de statistiques qui est très intéressant que je vois à l'écran, qui m'impressionne à toutes les fois que je les vois. C'est ça. Ça fait au Nouveau-Brunswick, on a la deuxième plus haut taux de personnes vivant avec un handicap au Canada, donc 16,4 %. Puis l'handicap la plus prévalente, c'est celle de la mobilité. Donc, il y a plus de 90 000 personnes âgées de 15 ans et plus qui ont un handicap qui est lié à la mobilité. C'est à peu près 12 % de la population. Y a-t-il une raison, Tammy, quand j'ai fait le webinaire plus tôt ce matin en anglais, j'ai posé la question à ta collègue, mais à un moment donné, je suis un homme, j'ai pas de bonne mémoire, mais à un moment donné, y a-t-il une raison qui explique qu'on est la province qui a le deuxième plus haut taux? Il n'y a pas vraiment de quoi qui explique ça nécessairement. Je pense qu'il n'y a pas comme une raison telle quelle, mais il y a certainement des plus grosses instances de la sclérose en plaques au Nouveau-Brunswick qui aide ça. On a une population vraiment vieillissante au Nouveau-Brunswick qui va augmenter ces taux-là aussi. Mais aussi, avec les avances de la médecine puis la réadaptation aussi, la prévalence de la vie est plus âgée aussi. Là. Ça fait... Oui, il faut dire aussi. Non, tu as tout à fait raison. Mais c'est intéressant quand tu parles de sclérose en plaques à un moment donné parce que c'est de l'information que j'avais déjà eue, puis j'étais pas sûr finalement que si c'était quoi finalement. Mais tu me confirmes que pour une raison ou d'une autre, pas expliqué, mais pour une raison ou d'une autre, la sclérose en plaques, il y a une plus grande prévalence ici au Nouveau-Brunswick qu'ailleurs. C'est assez intéressant. Mais c'est des chiffres qui ne mentent pas. Ça 16,4 % de la population, 90 000 personnes. C'est toute une population quand même non négligeable en tout cas. Non, puis si je ne me trompe pas, ces statistiques-là, la 90 000, ça ne compte pas les personnes en foyer ni les personnes autochtones non plus qui sont sur la réserve. Là. Ça se peut que cette population-là est plus que ça encore. Là. Alors, c'est quand même très intéressant. Parle-moi un peu, finalement, de au niveau d'éducation ou le background un peu, finalement, d'après l'information que vous avez recueillie. Ça fait... les données démontrent aussi que il y a vraiment une main-d'œuvre là qui est pas utilisée ou sous-utilisée. Il y a à peu près 50 % des personnes ayant un handicap ont un emploi au Nouveau-Brunswick, mais ça, c'est comparativement à 72 %. Ça fait il y a quand même un gap, si tu veux, entre les deux. Très important. On voit aussi souvent dans les écoles qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de planification de transition. Ça fait une fois qu'un jeune a un handicap, vu on gradue, on les voit souvent à la maison. Ça fait sans pouvoir y aller au postsecondaire ou à l'emploi à cause qu'ils n'ont pas peut-être accès au support pour trouver les différentes ressources qui sont disponibles pour aider. Parce que, il y a beaucoup de barrières, mais il y a aussi beaucoup de ressources qui peuvent surmonter ces barrières-là, mais des fois, les accéder, c'est un petit peu plus complexe, mais avec quelqu'un pour t'aider au long du chemin, c'est vraiment ça qu'on aide avec. C'est un commentaire très intéressant parce qu'effectivement, je crois qu'il y a énormément de ressources disponibles. Il n'y en a jamais assez, on s'entend, mais ça ne semble pas être un problème nécessairement de ressources, mais j'ai l'impression que c'est de transition, hein, comme tu mentionnes. Puis la navigation des ressources, c'est pas toujours facile non plus. Là. Il y a beaucoup de papeterie à faire ou des différents réseaux qu'il faut que tu passes à travers, mais il y en a des ressources là quand même. C'est pas parfait, mais ça commence. Oui, ça commence. Et voilà l'importance pour nous comme organisation d'inviter des organisations comme la vôtre, justement pour pouvoir permettre à l'ensemble de la population d'avoir une meilleure appréciation sur qu'est-ce qui est disponible et sur les services qui sont offerts et qui peuvent être disponibles. Parce que moi, j'ai toujours été impressionné par votre organisation parce que moi, je la connais. Et lorsqu'on cherche
de l'information pour des gens en mobilité réduite à un moment donné, que ce soit par rapport à des services, par rapport à de l'équipement. J'ai toujours été fasciné par l'information que vous avez. Et c'est exactement dans ce sens-là que je voulais vous avoir cet après-midi. Maintenant, à l'écran, on peut voir certains éléments qui parlent d'obstacles à l'éducation ou à l'emploi. Mais essentiellement, là, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, on pourrait-tu passer un peu à travers, juste question d'avoir un aperçu finalement, quels sont les obstacles qui sont reliés à l'éducation, à l'emploi pour les gens à mobilité réduite? Je pense pas qu'on a là la navigation des plans, mais c'est certainement une partie de ça. C'est pas nécessairement savoir par où passer pour avoir accès aux ressources. Là. Mais à part que ça, on voit surtout l'accessibilité, surtout au terme d'université ou à l'emploi. Il y a souvent une barrière en termes de physique. Mais aussi en termes de l'inclusion, que ce soit, on a des succès dans ça aussi qu'il faut qu'on mise en vue. Là. En évidence, effectivement. Oui. Le transport accessible, on en a un petit peu dans les villes primaires, disons, les villes à Moncton, puis à Fredericton, puis à Saint-Jean, mais les autres même ne sont pas parfaits, mais dans les régions rurales, l'accès au transport accessible et abordable est une grosse barrière à l'emploi et à l'éducation. J'ai justement eu un appel l'autre jour, puis j'ai entendu d'une jeune qui a lâché aller au collège à cause qu'elle ne pouvait pas payer le 70 $ par jour pour son transport accessible pour s'y rendre à l'éducation, là, qui est vraiment de valeur. Puis il y avait des ressources pour ça, mais c'est encore la navigation de ces ressources-là qui est difficile. Là. C'est assez malheureux quand ça se produit. Le soutien à l'autonomie, qu'est-ce que vous voulez dire par là, finalement, Tammy, quand vous parlez, finalement, en termes d'obstacles, le soutien à l'autonomie? Ça fait, pour aller soit à l'école ou à un emploi, il faut qu'on se prépare tout le matin. Mais des fois, il y a du monde qui ont besoin d'un petit peu d'aide le matin pour se préparer, ou bien le soir. C'est vraiment des soutiens, ça peut être pour s'habiller le matin ou bien même juste se conduire au travail ou bien l'autre. Mais c'est juste pour aider avec certaines tâches de même. C'est vrai qu'à quelque part, lorsqu'on n'a pas, nous autres mêmes, lorsqu'on ne souffre pas ou qu'on n'a pas finalement on n'a pas de mobilité réduite nous autres mêmes, il est difficile des fois de se mettre dans la peau de la personne qui a besoin de se déplacer en chaise roulante. C'est une perspective des fois, tu sais, moi, le soutien à l'autonomie, je me dis, mais non, à prime abord, quand que je voyais ça, je me disais, mais c'est quoi le soutien? Mais effectivement, que ça soit finalement de se déplacer, de s'habiller adéquatement et ainsi de suite, dépendamment de la journée ou dépendamment si tu seras travailler ou quoi que ce soit aux études. Ouais, effectivement, je peux voir que ça peut devenir tout un défi en tant que tel. La discrimination, les stéréotypes et l'intimidation, ça existe encore? Malheureusement, ça existe encore. Des fois, c'est pas toujours de façon vocale, si tu veux, à cause qu'on ne dit pas tout voir, mais des fois, c'est la discrimination plus intense, on dirait. Je dois t'avouer que j'ai une situation qui s'est présentée, mais je pense que ça s'inscrit pour le bénéfice de l'auditoire, les gens qui nous écoutent. Je vais donner un exemple, c'est que nous autres, on avait un groupe de personnes au travail où on avait décidé d'aller faire une activité et à un moment donné, on avait une personne qui avait un handicap quelconque dont on n'a jamais pensé que l'activité qu'on allait faire, la personne ne pouvait y participer. Alors, d'une façon indirecte, comme tu mentionnes, oui. La discrimination, on l'a fait d'une façon non volontaire, mais... Souvent, c'est non volontaire, oui, mais en moi que tu es dans ces souliers-là, on dirait on n'y pense pas souvent. Là. Le soutien aux revenus, qu'est-ce que vous voulez mentionner par cela, finalement, en termes d'obstacles à l'éducation ou à l'emploi? Ça fait, ayant un handicap, peu importe, ça peut coûter un petit peu de plus dispendieux. Ça fait juste même en attendant qu'une personne ait un emploi ou qu'ils vont aller aux études, faut qu'ils fassent ça, qu'ils ont accès à un revenu stable.
pour payer leurs dépenses. Ça fait on peut souvent aider avec ça, mais il y a beaucoup de dépenses de plus, que ce soit des médicaments ou de l'équipement ou bien du transport accessible. On dirait, aussitôt que le marché sait que c'est pour une personne ayant un handicap, le prix monte à cause que les marchands pensent que toujours c'est soit une assurance ou le gouvernement qui paye, donc on dirait qu'ils montent le prix un petit peu, là. C'est terrible à un moment donné, puis ça devrait être tout à fait l'inverse, mais malheureusement, c'est la triste réalité. En termes d'équipement et de technologie, qu'est-ce qu'on veut dire à ce moment-là? Parce que j'ai été sous l'impression qu'il y avait eu énormément d'avancées technologiques pour pouvoir assister. Est-ce que c'est toujours un obstacle ou est-ce que c'est surtout dans la perspective monétaire, c'est-à-dire comment coûteux que ça peut être? Monétaire, c'est certainement quelque chose qu'on voit beaucoup, mais aussi, c'est juste peut-être aussi la connaissance de savoir qu'est-ce qu'il y a disponible. Ça fait peut-être que le monde ne sait pas qu'il y a des différents apps sur ton téléphone qui peuvent faciliter la communication avec une personne qui ne communique pas normalement, ou bien qu'il y aurait de la technologie qui pourrait aider à faire une présentation ou différentes choses de même. Il y a un élément très intéressant. En fin de semaine, j'ai reçu un courriel par rapport à une application qui faisait référence, et je pense que ça a venu de votre organisation, je pense, qui m'avait envoyé l'application, où est-ce que c'était, à un moment donné, pour permettre aux individus qui ont une mobilité réduite de déterminer quels sont dans leur communauté ou dans certaines communautés les endroits qui sont accessibles. J'ai trouvé ça merveilleux parce qu'en termes de planification, si j'ai une mobilité réduite, ça devient encore davantage plus facile à un moment donné pour pouvoir se déplacer lorsqu'on connaît, n'est-ce pas? Oui, puis il y a souvent que, un petit peu d'un côté personnel, comme mon frère a un handicap aussi, il y a souvent que j'appelais à un restaurant et je disais « Ah oui, vous étiez accessible? » C'est comme « Oui, oui, il y a juste une marche en rentrant, puis après ça, c'est une plate. » J'étais comme non, c'est pas accessible, ça. Ou ils sont comme, oui, oui, tu as juste à passer en arrière, on voit le chef, tout ça. Ça fait, il n'y a pas de dignité dans ça non plus, là. Ça Wow! fait, Il y a encore du chemin à faire, malheureusement, ouais. mais je peux voir les obstacles auxquels les gens sont confrontés. Votre collègue ce matin me faisait référence en anglais où elle me disait que dans certains cas, au niveau d'éducation, il y a des personnes à mobilité réduite qui se retrouvent à aller étudier dans des institutions qui ne sont pas nécessairement ceux-là qui veulent aller étudier mais à cause de le manque d'accessibilité à l'institution où ce qu'ils voudraient aller, ils sont pratiquement obligés d'y aller dans une autre institution qui n'est pas nécessairement celle-là de leur choix. Ça nous arrive souvent qu'on voit ça à cause que, surtout dans le programme de transition, lorsqu'on aide les jeunes à explorer les options qui sont possibles, l'accessibilité, c'est vraiment une des choses au top de la page que le monde regarde quand ils vont chercher à suivre les études. On ne réalise pas toujours à un moment donné comment que les obstacles auxquels finalement les gens peuvent être confrontés. C'est quand même très intéressant. Parle-moi de façon dont les employeurs pourraient éliminer les obstacles et accéder à ce bassin de main-d'œuvre inexploité. Donne-moi des contextes, puis je sais qu'on a du stuff, on a des choses à l'écran, mais pense-moi à travers à un moment donné pour me donner des exemples, surtout à moi, mais surtout pour un employeur qui écouterait finalement de quelle façon peuvent-ils contribuer à éliminer les obstacles puis permettre finalement d'accéder à cette main-d'œuvre. Mais on a mis, notre premier point, c'est vraiment créer des emplois. Avoir plus d'emplois disponibles dans la communauté, ça aide à avoir plus accès à du monde aussi pour augmenter la main-d'œuvre. À cause, c'est pas nécessairement tout le monde avec un handicap qui est lié à la mobilité qui vont avoir besoin d'accessibilité ou d'adaptation au travail. Ça fait, c'est vraiment peut-être plutôt s'ouvrir un petit peu. Une plus grande ouverture d'esprit par rapport à l'embauche des personnes. Oui. OK. Puis après ça, il va certainement avoir quelques personnes qui vont avoir un petit peu plus besoin de souplesse ou
ou d'adaptabilité à leur horaire. Mais c'est pas nécessairement tout le monde non plus, là. Ça fait donc, des fois, c'est juste être reconnaissant que l'hiver, par exemple, ça se peut que c'est un petit peu plus difficile pour une personne en fauteuil de se déplacer, surtout avec l'hiver qu'on a ici au Maritime, que les trottoirs sont pas toujours déblayés, puis que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ça fait peut-être que c'est avoir un horaire plutôt adapté ou bien même travailler de la maison quelques jours lorsqu'il fait pas beau dehors ou avoir des alternatives de même. Je trouve ça intéressant parce que c'est un point très, 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 très important. Tu peux avoir une personne finalement qui se promène dans le contexte actuel, pour l'exemple, en chaise roulante, effectivement, que 9 mois par année, se rendre au travail n'est pas un obstacle, mais tu sais, avec nos hivers rigoureux que nous avons, c'est pas toujours évident. Mais comme tu dis, si les trottoirs sont pas déneigés finalement en temps, pour permettre à la personne d'avoir accès. Alors, je peux voir à un moment donné que la souplesse, mais puis la souplesse chez un employeur, ça ne veut pas dire 12 mois par année. Ça peut, chaque contexte est différent. C'est ça. Très intéressant comme exemple. J'apprécie. OK. L'accessibilité du travail, c'est toujours quelque chose à voir aussi, mais même à ça, c'est pas toujours un one size fits all, disons, juste à cause qu'il y a une personne qui a besoin de certains types de solutions pour leur accessibilité, ça va pas être la même pour tout le monde. Tout à fait. Le monde peut certainement avoir, excusez, j'ai pas le mot français, là, pour universal design. C'est vraiment la base, mais des fois, le monde aura besoin d'une couple d'affaires de plus pour le rendre plus accessible pour eux autres. Mais il y a souvent des solutions qui sont vraiment abordables. Donc, des fois, c'est juste... je suis en train de penser d'une personne, puis la seule chose qu'elle avait besoin, c'était un stationnement de parking qui était plus proche de la porte. Puis c'était juste une affaire de changer le stationnement de place. Ça fait qu'elle n'avait pas besoin de traverser le chemin pour pouvoir s'y rendre à son bureau. Je trouve que c'est intéressant, Tammy, qu'est-ce que tu mentionnes là, parce que bien souvent, des fois, c'est souvent très abordable et des fois, bien souvent, les solutions, ça ne coûte pas un cent. Non. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est parce que bien souvent, quand je rencontre des employeurs, ils disent « Ah, ben non, mais ça va me coûter trop cher, je sais pas, il va falloir que j'amène des accommodations. » Mais la plus belle exemple, je pense que tu en as nommé une, de changer un stationnement qui est pour personnes à mobilité réduite, de juste changer le stationnement d'endroit, ça coûte, c'est changer les lignes de place, là, si tu me permets l'expression, là. C'est peu coûteux, tout à fait raison. Puis on encourage certainement les employeurs de consulter avec les organismes à cause que les organismes qui sont spécialisés dans leur domaine pour voir les différentes solutions, les différentes stratégies. Donc, si c'est une personne avec une perte de vision, le CNIB, ou bien une personne qui est malentendante, le St. John Deaf and Hard of Hearing, puis ça. Mais c'est vraiment pour en discuter un peu plus. Des fois, c'est correct pas savoir toutes les réponses tout de suite, mais faire un petit peu de recherche, ça ne coûte pas rien, puis on peut y aller de l'avant, puis faire une solution pour tout le monde. Et c'est exactement l'objectif pour nous autres d'avoir des organismes comme la vôtre ici aujourd'hui, parce que ça nous permet, par rapport à la mobilité, ça nous permet finalement de partager avec des gens les services qui sont disponibles. Et tu as tout à fait raison, que ce soit pour des gens qui ont des problèmes finalement sensoriels, des défis. À ce moment-là, on a des agents spécialisés, comme tu dis, et tu sais, pour les employeurs, des fois, au lieu de dire non, je sais pas, mais prenez la peine de consulter un peu. Alors aujourd'hui, on sait que tous les employeurs qui vont nous écouter vont appeler Capacité Nouveau-Brunswick maintenant, dorénavant, pour aller chercher des services et de l'expertise chez vous. Parle-moi de la dernière élément à l'écran qui, pour moi, est la plus importante. Donne-moi un contexte. En termes d'être un exemple en milieu de... À force de voir du monde dans la communauté qui sont inclus, ça va faire que ça va être un petit peu moins hors de la norme d'avoir une personne ayant un handicap sur la main-d'œuvre. Puis
ça ne devrait pas l'être non plus. Ça fait, il faut vraiment être un exemple d'un milieu inclusif, mais aussi faire sûr, comme tu avais mentionné dans ton exemple, de penser au monde lorsque vous faites des activités extracurriculaires, de faire sûr que l'activité est accessible ou bien que tout le monde est engagé dans le processus. Et c'est un élément très important. Moi, je pense qu'à un moment donné, il suffit de démontrer quelques employeurs qui ont eu du succès, puis on a énormément d'employeurs qui ont eu du succès, puis qui ont démontré que ça fonctionne très bien, l'inclusion en milieu de travail. Ça a été au bénéfice de tout le monde, bon pour l'employeur, bon pour la personne ayant un handicap et ces choses-là. Et je pense que c'est très important de les mettre en évidence et les communautés. Ça permet finalement, il n'y a rien de meilleur qu'un employeur pour convaincre un autre employeur que ça fonctionne, n'est-ce pas? Et je pense que tu as tout à fait raison, c'est un élément très important. Et donc, parle-moi un peu des services. J'aimerais qu'on navigue un peu à un moment donné parce qu'il y a des choses tellement intéressantes qui se passent chez vous que je pense qu'il ne faut pas juste les garder pour moi puis toi. Ça fait nous autres, comme je l'ai dit par avant, on travaille vraiment avec les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est notre population cible. Mais en termes d'âge, c'est vraiment varié. Donc, on a des jeunes de 2 ans, comme on a des personnes aînées jusqu'à 93 ans, je pense que notre plus jeune, hein? Ça fait, en termes de conseils en matière de réadaptation, on aide vraiment à faire la planification et la navigation de ressources qui sont disponibles dans la communauté. Donc, ça peut sembler à des différentes choses à différentes personnes. Des fois, c'est leur aider à trouver un domicile accessible ou bien des supports, des soutiens, mais aussi ça peut leur aider à trouver naviguer pour avoir un emploi ou aller à l'éducation, des différentes choses de même. OK. On fait... Qu'est-ce qu'on veut dire par la gestion de cas et le service de coordination? Parce que là, des fois, ça porte à confusion. C'est vous autres qui gérez pour quelqu'un d'autre ou bien que c'est... Explique-moi un peu. Ça fait souvent, la personne va avoir plusieurs personnes dans leur côté. Plusieurs personnes en termes de l'extra-ruméral ou le custody ou des différentes personnes professionnelles. Ça fait des fois, en termes pour aider à porter l'équipe ensemble, on fait la gestion de cas, faire sûr que tout le monde est à la tâche, puis sait qu'est-ce qu'ils vont faire, puis qu'on ne fait pas de duplication non plus. Ça fait qu'on veut faire sûr que les ressources qui sont utilisées effectivement aussi. Ça, Tammy, c'est de la musique à mes oreilles parce que là, on parle du one-stop shop, c'est-à-dire vous devenez finalement le guichet d'entrée qui coordonne un peu finalement avec tous les pourvoyeurs de services, n'est-ce pas? C'est ça? C'est justement ça, je ne pourrais pas le dire mieux. Ça fait, c'est vraiment pour aider à connecter les gens. Donc, ce qu'on sait qu'il y a une agence d'aide à l'emploi qui vont aider avec la poursuite d'emploi. Nous autres, on peut aider avec les autres personnes, mais on fait sûr d'avoir une communication ouverte. Ça fait tout le monde est sur la même page, puis que la personne est la personne centrale qui dirige son plan aussi, mais les autres, on est juste là pour le supporter. Parfait. Formation professionnelle et emploi, est-ce que vous offrez du service spécifique par rapport à ça? Ça fait l'ultime but pour n'importe qui, c'est vraiment à y aller à l'école, puis contribuer à la communauté, puis ça veut dire avoir un emploi aussi. On fait certainement de la formation professionnelle, puis à l'aide à l'emploi. On a notre programme de transition au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est vraiment spécialisé pour les jeunes sous l'âge de 30 ans pour leur aider avec la transition des études du secondaire au postsecondaire puis à l'emploi. Ça fait que le monde, après qu'il gradue, il ne reste pas à la maison, mais il continue avec le cheminement dans la communauté comme le font les autres. Le programme de transition du Nouveau-Brunswick, on va y aller plus en détail plus loin, à quelque part, Tammy, parce que je pense que c'est un programme qui est très intéressant. Je ne voudrais pas prendre trop de temps là-dessus tout de suite, mais j'aimerais qu'on y revienne en temps et lieu. Parle-moi du soutien des pairs. Qu'est-ce qu'on veut dire finalement du soutien des pairs? Ça fait souvent avoir, des fois, il faut juste parler à quelqu'un qui a déjà passé à travers des choses semblables. Pas la même chose, mais peut-être des choses semblables. Puis avoir comme un mentor, disons, ça peut aider avec les différentes choses.
Donc, si on a des fois un jeune qui veut y aller à l'université, on va lui présenter ce qui est d'accord, puis qui veut avec un autre jeune qui a été à l'université. Ils peuvent s'entraider puis s'échanger l'expérience qu'ils ont vécue. Peut-être ils vont avoir des petits tips ou de comment survivre leur première année à l'université. Pareil comme une autre personne, des fois, ils demandent à leur plus grand frère ou sœur, peut-être que ces ressources-là, ne sont pas disponibles. Ça fait on leur aide à connecter avec des différents pairs pour leur aider. Très intéressant. Et le restant, développement communautaire, sport, loisirs, information. Qu'est-ce qu'on... Ça fait, en termes de développement communautaire, on siège dessus plusieurs comités, que ce soit les comités municipales, communautaires, provinciales, fédérales, pour faire sûr qu'on puisse faire sûr que la parole de notre population est à l'entour de la table lorsque on parle de certaines politiques, puis que c'est mis en vue. En termes de sport et loisirs, on ouvre souvent quand je vais voir du monde, je leur demande qu'est-ce que tu fais pour le fun à cause on parle de beaucoup holistique. Ça fait à force de parler de maison, puis équipement, finances, tout ça, mais je dis qu'est-ce que tu fais pour le fun? Oui. Puis ils sont comme personne ne m'a jamais demandé ça. C'est autant un aspect important dans la vie que le professionnel ou que le personnel. Ça fait on a un programme de Para-NB qui a des pièces d'équipement disponibles pour le monde qui voudrait essayer un sport adapté ou bien de récréation. OK. Et en termes d'information, j'imagine à un moment donné, comme je mentionnais plus tôt, c'est un peu, vous agissez un peu comme le one-stop shop. Si qu'on cherche, si moi, que ce soit moi-même, suite à un accident, que j'ai des problèmes de mobilité, ou que ce soit pour un enfant ou un frère, sœur, ou peu importe qui, je peux appeler. Et vous, de mémoire, la beauté, c'est qu'on vous appelle, puis si vous n'avez pas la réponse, mais ça ne prendra pas grand temps, vous allez nous revenir avec la réponse. C'est ça que la beauté avec chez vous. C'est exactement ça. Ça fait à peu près 9 ans que je suis dans le domaine, puis on dirait que j'apprends des nouvelles ressources chaque jour encore. Là. Ça fait avec, juste au Nouveau-Brunswick, puis plus que 4000 différentes ressources. Ça fait, il y en a beaucoup là, mais des fois, juste savoir comment les naviguer ou bien savoir comment s'y procéder. Une fois que tu connais la ressource, c'est ça qu'on peut aider avec. Ou même juste à brainstormer des différentes solutions. So, des fois, parler tout haut avec quelqu'un à propos d'une certaine situation. On peut aider à trouver des solutions qu'on n'aurait pas peut-être pensé. Très intéressant. Cela étant dit, si on parle finalement de besoin d'aide en formation en emploi, comment nous pouvons vous aider, là, mais j'aimerais que tu me parles de cet écran ici à un moment donné. Et comme je mentionnais tantôt, on parle du programme Transition Nouveau-Brunswick, tu pourras y venir, là. Mais parle-moi peut-être plus détaillé finalement des éléments que vous offrez là, en termes de formation et d'emploi, parce que il y a des affaires très spécifiques chez vous qui est extraordinaire. Ça fait, c'est surtout avec le plan individualisé de la personne. Ça fait, il n'y a pas des personnes que leur plan va ressembler à la même chose. Ça fait, c'est vraiment pour aider à remplir les gaps, si tu veux, qui sont disponibles. Ça fait, on peut aider à naviguer les différentes ressources qui sont disponibles pour pouvoir faire sûr que leurs buts sont accomplis. Okay. Oui. Le programme de transition, moi, j'aimerais faut que tu en parles, parce que là, je commence à être impatient. Là, je trouve que c'est un des secrets les mieux gardés du Nouveau-Brunswick. Je pense que c'est très important, finalement, que les gens puissent le connaître davantage. Parle-moi un peu, finalement, qu'est-ce que représente le programme Transition Nouveau-Brunswick? Ça fait notre programme de transition Nouveau-Brunswick. C'est un programme vraiment spécialisé pour aider les jeunes sous l'âge de 30 ans, de 15 à 30 ans, pour aider avec la transition du secondaire au postsecondaire puis à l'emploi. Avec, comme on avait dit par avant, des fois, à travers le système scolaire, quand il y a juste un orienteur pour à peu près 500 étudiants, il y a des personnes qui se laissent mis de côté un petit peu plus. Ça fait, nous autres, on est vraiment assurés qu'il y a un plan spécialisé pour cette transition-là, pour qu'ils puissent y aller
à l'université. Des fois, ça prend un petit peu plus de planification. En termes des fois, c'est les parents qui ont un petit peu le cordon qui ne veulent pas lâcher non plus. Là. Tout à fait. Oui, mais les jeunes, je veux dire, ils veulent prouver qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, que ce soit en résidence, mais il va falloir avoir une résidence accessible. Peut-être ils vont avoir besoin des soutiens à domicile, que c'est des tâches que les parents faisaient auparavant, mais qu'ils ont juste besoin de l'aide une fois de temps en temps pour changer leur lit ou quelque chose de même. Mais juste faire sûr avec cette transition-là, ça peut être beaucoup de petits détails de mettre en place, mais avec quelqu'un qui aide avec la gestion de cas de cette personne-là, ils peuvent faire sûr que tous les détails sont pris en considération. Mais dis-moi ceci, le programme de transition au Nouveau-Brunswick, est-ce qu'il s'applique seulement aux personnes ayant des défis au niveau de mobilité ou est-ce que c'est un programme qui s'applique pour l'ensemble des personnes ayant un handicap? Ça fait un programme de transition au Nouveau-Brunswick. C'est seulement pour eux autres avec la mobilité réduite. Parfait. Mais on est tout de suite dans le processus de faire comme un guide de transition. Puis ça va être ouvert à n'importe quel jeune ayant n'importe quel handicap. Mais pour nos services de 1 à 1, c'est surtout pour les personnes à mobilité réduite. À mobilité. Mais c'est intéressant quand même que vous êtes en train de regarder finalement, à prendre ce programme-là, puis d'en faire peut-être comme plus un gabarit où ce que d'autres groupes pourront l'utiliser aussi finalement par rapport. Chapeau, parce que ce que j'ai entendu du programme de transition est extraordinaire pour venir en aide aux familles et aux individus, finalement, de naviguer à travers tout ce qui est nécessaire dans la transition du secondaire, post-secondaire et travail également. Chapeau. Parle-moi des façons de combler les lacunes dans les régions rurales où les participants peuvent se rendre. Comment faites-vous finalement pour aider les gens qui sont dans des endroits où est-ce que c'est juste pas disponible? C'est un défi. Oui, mais c'est ça qui est bien pour notre organisme. On a un organisme provincial, donc oui, on a 2 bureaux principaux à Fredericton et à Moncton, mais on se déplace à la grandeur de la province. Ça fait de l'île de Miscou jusqu'à Grand Manan. Ça fait, moi, je travaille du bureau à Moncton, mais je couvre la région de Moncton, Miramichi, Bathurst, Hamilton, puis la péninsule. Donc, on est souvent dans notre char, mais on rencontre le monde chez eux. Ça fait qu'on peut voir de première vue les obstacles qui sont présents, mais ça aussi, ça l'aide à vraiment connaître la personne, pour qui ils sont, puis qu'est-ce qu'ils sont leurs loisirs ou qu'est-ce qu'ils aiment faire. Mais ça peut aider en termes de trouver qu'est-ce qu'ils veulent faire en termes de profession aussi. Ce qu'on voit que si c'est une personne qui aime beaucoup les sports, mais peut-être c'est on trouve un emploi qui est lié à y aller à un gym ou quelque chose de même. Ça fait, c'est vraiment... Des fois, le monde ne peut pas se rendre au centre urbain ou bien à un bureau tel quel à cause du transport pas accessible ou pas de transport accessible. Mais les autres, on va chez eux ou bien au centre de réadaptation où ils sont pour les trouver. Ça, je trouve que c'est très important parce que lorsqu'on parle d'accès à des services, et quand le service se rend chez toi, à toi, c'est très intéressant parce que l'objectif de nos organisations comme la nôtre et la vôtre n'est pas de construire des murs et des beaux bureaux. Nous autres, au contraire, je pense qu'on est tous les deux comme organisation et d'autres d'ailleurs aussi. Mais de plus en plus, c'est pas nos beaux bureaux que l'on veut, c'est qu'on veut finalement, c'est des beaux services qui vont rejoindre les gens. Et c'est là que moi, je trouve que c'est une approche qui est tout à fait appropriée. Lorsqu'on parle, Tammy, permets-moi, d'aide à la préparation au marché du travail si une personne n'est pas prête, on parle de l'acquisition de compétences. Est-ce que vous autres, vous avez du personnel qui peut aider quelqu'un ou vous, encore une fois, vous naviguez à travers les services qui sont déjà disponibles un peu partout en province pour s'assurer que les gens vont chercher ces services-là? Ça fait souvent, lorsqu'on rencontre le monde, à cause de la façon holistique qu'on y prend, le monde peut être intéressé à retourner à l'emploi après d'avoir une blessure, disons. Mais
ils s'inquiètent de ben, comment est-ce que je vais faire, ma maison n'est pas accessible, comment est-ce que je peux penser à l'emploi si que mon logement n'est pas accessible, si je n'ai pas le transport pour m'y rendre, ou bien j'ai pas les soutiens pour me préparer le matin pour me rendre à l'emploi. Il y a souvent d'autres petits morceaux au plus grand but qu'il faut qu'ils soient adressés avant qu'ils puissent y aller à l'emploi ou à l'éducation. Très intéressant. Parle-moi de ceci, finalement, quand on vient à faire la transition vers l'éducation en emploi. On parle de bâtir une équipe de planification. Est-ce que ça rejoint un peu, finalement, ce que on mentionnait tantôt du principe du one-stop shop, où est-ce que vous autres, vous prenez le leadership et vous assurez, finalement, d'aller chercher tous les morceaux nécessaires pour s'assurer que les services, encore une fois, on se répète un peu, mais c'est dans cette perspective-là, n'est-ce pas, quand ça vient le temps de faire la transition? C'est ça, c'est important d'avoir les personnes appropriées à la table aussi, là, à cause on ne va pas s'avancer si on travaille tout en silo. Ça fait, si la personne a besoin d'une ergothérapeute à la table pour aider à brainstormer comment mettre les choses plus accessibles pour qu'ils puissent participer, ou bien d'une agence à l'aide de l'emploi qui va travailler sur leur but professionnel, ou bien puis il y a une autre personne qui va travailler pour leurs autres buts. Mais avoir une équipe tout ensemble qui travaille sur des petits morceaux, si ça peut le faire, ça fait que c'est plus, ça a l'air moins intimidant à la personne de tout avoir une équipe là. On fait aussi les planifications parcours ou PATH en anglais. Puis ça, c'est un outil de planification plutôt visuel pour aider le monde à vraiment visualiser qu'est-ce qui est possible puis positif, puis faire comme un petit peu d'un brainstorming de comment est-ce qu'on va s'y rendre là avec son équipe de soutien alentour de eux. Très intéressant. Et ça, c'est un programme que vous avez ou une approche que vous avez développée chez vous qui est propre à vous autres, Parcours? Non, Parcours, c'est un programme qui est reconnu, qu'il y a plusieurs organismes qui sont entraînés pour ce programme-là. Okay. Mais c'est un outil qu'on est plusieurs qui sont entraînés pour pouvoir faire utiliser cet outil-là. OK. Et essentiellement, bien entendu aussi, vous pouvez identifier avec les gens les carrières vers lesquelles l'individu pourrait être attiré ou les emplois de demande correspondent à leur champ d'activité et ainsi de suite. Alors, tout cet aspect-là, finalement, vous autres, vous y voyez de A à Z. Oui, c'est ça. Ça fait, c'est vraiment pas voir à ça que tout le monde sont toujours placés avec le même employeur. C'est vraiment regarder à l'intérêt de la personne puis voir ce que leur intéresse, puis à partir de là, trouver un employeur qui rencontre leurs intérêts aussi. Là. Mais là, parlant d'employeurs, justement, parce que nous autres, notre objectif est toujours finalement de rencontrer les employeurs. Et j'aimerais finalement, tu sais, lorsqu'on vous identifiez des employeurs en fonction ou des secteurs ou des domaines où ce qui correspond à ce que la personne cherche comme travail ou secteur, mais quel service vous pouvez offrir à un employeur, vous autres, dans cette perspective-là, Camille? Ça fait, on peut aider les employeurs, surtout, on peut faire du brainstorming, avoir les différentes solutions ou bien même des services, de revoir l'accessibilité de la place de l'emploi. Donc, on peut faire des accessibility reviews, si tu veux. Excusez, j'ai pas les mots. Pour voir si que les portes sont larges assez, si qu'il y a assez d'espace pour qu'un fauteuil puisse se rouler comme il faut puis faire leur rotation, tout ça. Ou bien même si c'est quelque chose de plus spécialisé, on peut aider à leur connecter avec une ergothérapeute qui peut faire un plan plus spécialisé pour la personne. Mais dis-moi ceci, par contre, ce genre de service-là que vous pouvez offrir aux employeurs, est-ce que c'est un service, finalement, qui peut avoir des frais? Est-ce que ça coûte ou que c'est dépendamment si ça s'inscrit dans un plan d'action pour une personne en particulier? Est-ce qu'il peut toujours avoir des frais pour l'employeur? Je sais que l'employeur, on parle de ce qu'on dit en anglais, puis c'est moi qui vais le dire en anglais tout de suite parce que j'ai un blanc de mémoire, je suis un homme, ça m'arrive régulièrement, mais le duty to accommodate, on s'entend qu'un employeur, il y a toujours la responsabilité qui vient finalement au niveau de l'accommodation. Par contre, un employeur, lui, que de bonne foi voudrait faire réévaluer l'accessibilité à sa propriété ou à son milieu de travail
pour le bénéfice de l'ensemble de ses employés ou de ses clients, y compris les gens en chaise roulante. Est-ce que ça, ils peuvent avoir le service chez vous? Et oui, mais j'imagine que c'est pour des frais. Là. Non, on n'a pas de frais pour ce service-là à ce moment. C'est pas sérieux. C'est gratuit. C'est gratuit. Très important. J'espère qu'il y a beaucoup d'employeurs qui écoutent actuellement. C'est un service qui est gratuit. Ça serait tout à votre avantage. J'ose espérer que vous allez en prendre avantage. Après qu'on fait l'évaluation, on vous fournit aussi avec un rapport qui démontre, disons, il y a certains aspects qui pourraient être améliorés. On vous donne un petit peu des lignes guides qui pourraient vous aider à le faire plus adapté. Et puis, des fois, il y a des différents programmes de financement qui sont disponibles aux employeurs, puis on peut vous aider à guider avec ça aussi, que ce soit avec l'application du formulaire ou bien même écrire des lettres de support pour ces programmes-là. C'est de la musique à mes oreilles, Tammy. Je trouve ça très intéressant, ce que tu mentionnes. Un élément très important, même nous-mêmes, je pense que nous allons prendre avantage de vos services parce que durant la période des fêtes, notre bureau a été endommagé par de l'eau pour un bris d'eau et puis ils doivent refaire notre bureau au complet. Je pense qu'on va demander aux propriétaires de prendre avantage de vos services spécialisés. Merci. Bien noté. C'est aussi bien de le faire du début à cause que c'est vraiment plus économique de le faire du début. Puis si tu vas mettre une nouvelle porte, c'est aussi bien de mettre une nouvelle porte qu'à la norme. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parle-moi de Kellyanne. C'est qui cette Kellyanne-là? Kellyanne, c'est une de nos jeunes qui participe à notre programme de transition. Puis elle, on parlait des différents programmes qu'elle était intéressée. Puis une des choses qu'elle a dit qu'elle serait intéressée, elle aimait elle aimait beaucoup travailler avec les jeunes. Donc, on a fait un petit peu d'un après-midi qu'elle a pu observer, un job shadowing, si tu veux. Puis après sa journée, elle a dit « Oh non, c'est pas pour moi de travailler à une garderie. » Mais ça lui a donné la chance de pouvoir l'essayer à cause que sinon, elle aurait été aux études, puis elle aurait essayé à se réformer pour 2-3 ans juste pour s'en apercevoir que c'était pas pour elle. Ça fait, des fois, on peut faire ces partenariats-là pour faire sûr que le monde, qui sont intéressés dans un certain domaine, qui peuvent l'essayer avant de s'investir à plein dedans. Je trouve très intéressant comme approche parce qu'à un moment donné, je pense que même c'est une approche qui devrait être préconisée auprès de tous les jeunes qui envisagent carrière, travail, profession. Parce qu'à un moment donné, c'est comme tu dis, avant de s'investir tant au niveau personnel et financier, d'avoir une chance d'avoir une appréciation, si oui ou non, au moins on aurait de l'intérêt ou qu'on aimerait ça, c'est déjà énorme. Alors, si que son exemple, sa situation à elle lui a permis de dire non, c'est pas ça que je veux, ça a été extraordinaire, ça a été un succès à ce moment-là parce que ça lui permet de passer à autre chose. Alors, c'est extraordinaire. C'est intéressant que vous l'offrez. Et ça, ce service-là peut être offert un peu partout en province, encore une fois. Là. Ah oui, c'est tout à travers la province. Puis, le programme de transition, c'est seulement pour les personnes âgées de 15 à 30, mais le type de service peut être offert à n'importe quel âge. Là. Nos conseillers en réadaptation peuvent faire ce travail-là aussi. OK. Et lorsqu'on parle à un moment donné, justement au niveau de la transition, ça, c'est les différents services que vous pouvez offrir lorsqu'on parle de préparer le CV, la lettre d'intérêt de portfolio, et ainsi de suite, les occasions pour des stages d'observation, et ainsi de suite. Ça, c'est tout dans l'ensemble des éléments que vous offrez dans la démarche auprès de votre clientèle. C'est ça, ça fait ceux qui ne sont pas déjà liés avec un service d'aide à l'emploi, nous autres, on peut aider avec ces choses-là. Ceux qui n'ont pas accès à ces services-là, on collabore surtout avec ces services-là, mais disons que dans les places rurales ou si on n'a pas d'accès, nous autres, on prend plus de lead, si tu veux, sur ces départements-là. Pourrais-je te poser une question, mais je ne veux pas te mettre dans une situation où il y a une bonne ou une mauvaise réponse, mais d'expérience, on me laisse entendre à un moment donné que les institutions postsecondaires semblent avoir, comparativement à 10-15 ans passés, une plus grande ouverture d'esprit par rapport à la diversité et l'inclusion. Oui. Par contre, s'il y a un segment au niveau de la population étudiante
étudiants avec les différents types d'handicap, on me laisse entendre que ceux-là qui ont la mobilité, c'est encore ce segment-là qui a encore le plus d'obstacles parce que on a des institutions dont les infrastructures sont quand même assez âgées. Ce sont des vieilles institutions et l'accessibilité n'est pas toujours. Je pense à UNB, où est-ce que si tu es sur le haut de la butte, en chaise roulante. Il faut-il rendre au bas? C'est une grosse pente, disons. Ben, tu sais, pour y descendre, j'imagine, c'est pas un problème. C'est pour y monter. Ça peut être encore plus un gros problème, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le cas, finalement, que c'est toujours encore, malheureusement, cette clientèle-là c'est un défi, là? Ça continue d'être un défi. Il y a certainement le commencement d'une ouverture d'esprit, disons qu'il y a le vouloir changer les choses, qui est le début, mais les choses sont pas encore parfaites. Donc, par exemple, on a une jeune en résidence tout de suite, puis la salle de bain n'est pas accessible assez énorme, mais elle veut prendre une douche comme n'importe quelle autre, mais la douche n'est pas accessible. Donc, c'est un investissement de plus, oui, qu'il faut que l'université prend du début, mais à la longue, ils vont pouvoir avoir plus d'étudiants qui vont pouvoir en profiter. Tout à fait, tout à fait. Écoute, en termes de pourcentage de la population, à un moment donné, ce sont des chiffres indéniables, que ce soit les employeurs, les institutions postsecondaires, ne peuvent se permettre de ne pas considérer cette population qui est de plus en plus grandissante en termes de nombre. Parle-moi un peu de ce qu'on voit à l'écran actuellement, s'il vous plaît. Ça fait faire du partenariat avec le monde, les différentes ressources, c'est vraiment ça qui est important à la personne à cause qu'on veut s'assurer qu'ils sont liés aux bonnes personnes. Puis souvent, ça va être le centre d'accessibilité pour aider ceux qui sont au postsecondaire, disons. On peut aider à faciliter la communication avec les ergothérapeutes, les spécialistes, juste faire sûr que le tout va. Ça fait, par exemple, on aide souvent à travers avec le programme d'extramural, par exemple. S'il y a une ergothérapeute qui est impliquée, elle va faire l'assessment, disons, pour un nouveau fauteuil pour que la personne puisse avoir un fauteuil avec des roues qui est plus facile à manipuler pour y aller au travail. Nous autres, on peut aider à ce moment-là, on prend la relève puis on aide à trouver les fonds pour pouvoir, pour que cette personne-là puisse trouver, puisse savoir les roues. Là. Ça fait, c'est vraiment ce partenariat-là puis garder tout le monde dans la loupe, si tu veux, de qu'est-ce qui se passe. Ça fait qu'il n'y a pas de boule qui s'échappe. Et encore une fois, on fait référence également au lien avec les programmes de mentorat, comme tu mentionnais, finalement, qui est très important. C'est d'avoir d'autres jeunes ayant une incapacité qui visent des buts similaires. Ça, c'est très, très, très. Et comme tu mentionnais tantôt, un élément très important, c'est le support que vous pouvez offrir de remplir les formulaires, que ce soit les prêts et bourses, et y compris finalement le programme finalement CEF au niveau provincial, le ministère de l'Éducation postsecondaire, qui est un programme extraordinaire qui peut venir en aide. De ce côté-là, vous autres, vous êtes en mesure de pouvoir offrir l'assistance pour justement à ce niveau-là. C'est ça, on peut certainement aider avec ce processus-là aussi, ou bien même appliquer à des fondations pour des sous, des différentes choses de même. Ça fait, étant un organisme à but non lucratif, séparé, si tu veux, du gouvernement ou bien de différentes choses, ça nous alloue la chance de cogner à des différentes portes pour trouver des solutions, que ce soit des dons d'équipement ou des sous des différentes places. On utilise ça de notre côté. Là. C'est ça qui est la beauté, parce que, tu sais, moi, je suis originaire d'une petite communauté dans la péninsule acadienne, où est-ce que dans ma communauté, il n'y a peut-être pas nécessairement des fondations, des organisations qui peuvent venir en aide. Mais la beauté, c'est faire affaire avec vous autres. À un moment donné, vous pouvez nous mettre en contact avec des agences, des organisations, des fondations que peut-être chez nous, on n'aurait jamais pensé. Et c'est là, finalement, que votre support devient indéniable et tellement important et ces choses-là. Lui, ce jeune homme-là, je l'ai vu dans la présentation ce matin, il a un sourire extraordinaire et contagieux. Parle-moi de Léo. Qui est Léo et c'est quoi sa petite histoire? Léo, c'est justement, j'ai fait mention à tout à l'heure d'une personne qu'on avait été visiter, puis lui, c'est une personne vraiment
actif. Ça fait, il vit dans une petite communauté, pas une petite communauté rurale avec pas grand-chose alentour, mais être actif, c'était vraiment pour lui. Ça fait, on a commencé à faire un job shadowing au centre civique qu'il y avait. Puis après ça, à force qu'il a commencé à faire du bénévolat après ça, et puis après quelques mois, l'employeur l'a vraiment, il a aimé son enthousiasme, puis il a vu qu'est-ce qui était ses capacités, puis ils l'ont engagé comme étudiant d'été entre sa 11e et sa 12e année. Ça fait, c'était vraiment faire ce progrès de transition-là. Puis là, à ça, il y a quelque chose à mettre sur son résumé, puis il continue à faire du bénévolat, là, puis il se prépare pour sa 12e année, si je ne me trompe pas. En tout cas, on y voit juste les yeux, le sourire, mais déjà, finalement, c'est facile à dire que c'est quand même contagieux. Il semble avoir une personnalité contagieuse, assurément. Oui. Alors, quand ça vient à faire la transition de l'éducation et de l'emploi, on poursuit finalement. Là, parle-moi un peu finalement du restant des choses que vous pouvez faire en tant que tel, qui est très intéressant d'ailleurs parce que c'est pas négligeable. On parle des fois d'aller chercher de l'aide pour certaines choses, mais là, ici, on parle des compétences personnelles qui sont importantes. Là. Ça fait des fois, il y a du monde avant qui vont vers l'emploi, peut-être qu'ils sont sur l'aide aux revenus ou des différentes choses de même, puis ils ont accès à certains bénéfices. Mais ils ont peut-être peur que si ils vont à l'emploi, est-ce que leurs employeurs vont pouvoir avoir du coverage médical ou des différentes choses de même. Ça fait, on peut faire sûr que leur réassurer qu'ils vont encore être connectés à des ressources pour pouvoir combler ces besoins-là quand même. Mais des fois, c'est la gestion du budget. On fait beaucoup de budgeting avec du monde, mais aussi c'est pour avoir accès à des différents des crédits d'impôt, des différentes choses de même qui auraient accès à. Je t'avouerai que j'ai déjà travaillé au niveau, finalement, Revenu Canada, là, en tout cas pas nécessairement directement pour eux autres. Écoute, j'ai participé à une présentation par rapport au crédit d'impôt et ainsi de suite, qui touche directement les personnes ayant un handicap. Et j'ai pourtant de l'expérience à travailler à ce niveau-là. Et je t'avouerai que j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, si moi, qui a déjà un peu d'expérience dans ce niveau-là, que j'ai eu la misère à naviguer à travers de tout ça, j'imagine quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Alors, c'est plaisant d'entendre que vous autres, vous êtes capables finalement, encore une fois, offrir un genre d'assistance à ce niveau-là pour permettre aux individus de prendre pleinement avantage de ce qui leur est disponible pour leur permettre d'atteindre leur niveau d'autonomie qu'ils cherchent. C'est extraordinaire. C'est ça. Le programme de soutien aux personnes ayant un handicap, ça, c'est un programme qui relève du ministère du Développement social, c'est ça? C'est ça. C'est pour les personnes âgées entre l'âge de 19 ans à 64 ans. C'est le programme avant le long-term care, les soins à longue durée. Puis c'est plus spécialisé pour aider à trouver les différents soutiens techniques, mais c'est une approche un petit peu plus différente. Là. Mais c'est pour ça qu'on peut aider avec ce processus-là pour avoir accès à les ressources qui ont besoin pour être impliqués en communauté ou qui ont besoin des supports pour avoir accès à l'emploi. Des fois, ça peut être à travers ce programme-là aussi. OK, parfait. Alors, c'est un programme finalement que vous... OK, c'est bon. Lorsqu'il y a tellement de programmes, ça devient un peu difficile, mais la beauté, finalement, dans le contexte actuel, pour moi, personnellement, je n'ai pas à me rappeler de tout ce que vous travaillez avec. J'ai besoin de me rappeler que vous travaillez avec tous ces programmes-là. Pour moi, c'est important, c'est pas de les nommer, c'est surtout de savoir que vous êtes notre porte d'entrée unique, notre guichet d'entrée unique qui est très important. Lorsque je dis au monde, c'est plus facile à dire qu'est-ce que je fais pas que qu'est-ce que je fais. Donc, on fait tout quasiment sauf du legal puis du matchmaking, à part que ça. Allez pas là, par exemple. On en fait pas mal d'autres. Il y a des apps assez pour ça. Au niveau du logement, je vois finalement ici au niveau du logement et du transport accessible, tu l'as mentionné tantôt, c'est toujours un défi majeur et ainsi de suite. La question que j'aurais pour toi à un moment donné, le gouvernement fédéral a fait tout un exercice finalement de consultation par rapport à l'accessibilité pour les personnes à un handicap. Je sais que votre collègue a été directement impliqué à partager finalement les préoccupations
des personnes du Nouveau-Brunswick à mobilité réduite. Vous faites du travail énorme à ce niveau-là, mais pour l'instant, comme surtout avec la dernière démarche, initiative du fédéral de consultation, c'est pas pour demain matin, là, je ne penserais pas. Non, c'est ça. C'est beau qu'on siège sur beaucoup de ces affaires-là, mais c'est pas un processus qui est vite à changer les normes pour les politiques gouvernementales. Ça fait, faut qu'on continue à faire ce qu'on fait de jour à jour entre-temps, puis qu'on va continuer à aider à foncer à travers ces barrières-là. Parce que surtout au niveau du logement et du transport, ce sont deux éléments clés finalement par rapport à l'autonomie des personnes à mobilité réduite. Ce sont des facteurs très, très, très importants qui sont là les plus gros obstacles la plupart du temps. Et surtout les régions rurales. Tu l'as bien mentionné, Moncton, Fredericton, Saint-Jean, notre fameux triangle d'or. Normalement, il y a certains services disponibles, c'est pas parfait non plus là, mais c'est encore moins présent dans les régions rurales et c'est là que je sais que votre collègue fait énormément de pression pour s'assurer que les différentes instances gouvernementales puissent répondre à ces besoins-là parce que si on veut permettre aux gens de vivre en région, ben, il faut leur donner les outils nécessaires. C'est ça. S'impliquer et avoir du plaisir, découvrir des groupes, associations. Vous permettez ça, vous autres, à l'intérieur de votre organisation. J'ai cru comprendre que c'est davantage, si vous me permettez, un network que vous offrez également aux personnes à mobilité réduite. Corrige-moi si je me trompe. Oui, non, c'est exactement ça. Je trouve que c'est autant important d'avoir comme l'aspect social dans la vie à cause que c'est vraiment ces supports naturels-là que je ne veux pas après que les supports payés sont partis. C'est ces supports naturels-là qui vont être là pour prendre la relève ou bien pour aider. Ça fait, si on peut continuer à cultiver ces relations-là, il va y avoir moins de dépendance sur le système, si tu veux. C'est un élément non négligeable, tu as tout à fait raison. Et moi, c'est de la musique à mes oreilles lorsque je t'entends parler, parce qu'effectivement, c'est un financement quelconque d'un programme. Il y a un début, il y a une fin, et une relation finalement basée sur le respect entre individus, ça se termine jamais. Et c'est là qu'est la beauté. Ce support-là demeure toujours en place, cette collaboration-là, pour ne pas dire la complicité. Écoute, moi, j'ai apprécié énormément, finalement, la présentation, la discussion que nous avons eue cet après-midi. Je rappelle aux gens, finalement, effectivement, que vous avez un bureau à Fredericton et à Moncton, mais comme tu l'avais mentionné si clairement. C'est souvent mon char. Ouais, non, j'espère que c'est pas ton char parce qu'il fait de la boucane un peu. De l'île Miscou à Saint-Stephen, c'est vraiment d'un bout à l'autre. Ce monsieur-ci, Georges, m'a impressionné par rapport à son sourire. C'est un monsieur, finalement, en le regardant, tu vois que pour lui, j'ai regardé la photo, mais je n'avais pas vu la chaise roulante. Parce que son visage m'était simplement, il m'avait embarqué, là. Georges, c'est quoi son histoire à lui? Georges a subi une blessure médullaire lorsqu'il chassait, puis il est tombé d'un arbre. Mais du début, on l'a rencontré quand il était encore au centre de réadaptation au Skankassery. Puis tandis que d'une façon holistique, on a commencé à parler d'équipement et tout ça, mais on a commencé tout de suite à parler, hey, ben, en termes d'emploi, qu'est-ce que tu veux faire? Comme la vie finit pas là, à cause d'une blessure. Puis à cause que c'était un monsieur qui voulait travailler avec ses mains et tout ça, il a dit, ben, je suis pas prêt à travailler tout de suite, mais plus tard, la graine était semée. Ça fait une fois qu'il était retourné chez eux, il a dit qu'il voulait retourner en menuiserie. Ça fait, à travers du programme de test, on a pu avoir, je pense que c'était juste une solution de comme 2000 pièces. Puis là, il y a un gros setup qu'il peut travailler par lui-même dans son garage, chez eux, puis il fait des planches à couper, puis des planches de transfert, puis différentes choses, puis il les vend par lui-même. Ça fait, c'est un monsieur à cette heure qui ne se dépend pas de les programmes de la province. Il paye ses taxes, puis vraiment, puis il y avait juste besoin un coup de main pour aider à avoir les outils, ben vraiment, les outils qu'il a besoin pour travailler.
Incroyable. Mais là, quand tu parles du programme TEST, c'est le programme en français qu'on appelle CEF avec le ministère de l'Éducation postsecondaire, formation et travail. C'est un programme qui est tellement intéressant à un moment donné parce qu'il peut offrir assistance justement pour permettre à une personne d'atteindre son autonomie. Et c'est un très, très, très bon exemple finalement comment que ça peut venir en aide. Alors, quand il commence à diriger vers vos services, Tammy, on a parlé des services, puis c'était tellement beau, qu'on pourrait en parler des heures et des heures et des heures. C'est tellement intéressant. On aurait peut-être dû faire le webinaire un peu différemment. Qu'est-ce que vous offrez pas chez vous comme service? Comme tu dis, ça aurait été plus court, mais c'était tellement intéressant jusqu'à présent. Mais parle-moi comment, que ce soit pour une personne, une famille, un parent et même un employeur, comment se diriger là, puis aller avoir accès à vos services? Ça fait, c'est juste, tu as juste besoin de nous appeler. Ça fait, on a un numéro de 1866 que vous pouvez appeler. Il est là sur la présentation. Et puis ça va de notre bureau central. Si que vous êtes une personne qui veut juste faire du brainstorming, vous avez juste une petite question à poser ou n'importe quoi, vous allez être dirigé à une personne qui va pouvoir vous aider avec ce processus-là. Si c'est un individu qui vit avec un handicap qui est lié à la mobilité, puis ils sont intéressés à faire un petit peu plus in-depth, si tu veux, avoir la qualification, puis ils veulent nous avoir là pour vraiment leur aider à développer un plan, puis à avoir accédé à les différentes ressources, puis tout ça. Là, on peut ouvrir un dossier, puis vraiment aller chez soi, puis l'aider avec ce processus-là par la suite. Mais c'est juste un appel ou bien un courriel. Nos coordonnées vont être sur la prochaine slide. La prochaine page. Oui, ça fait, c'est vraiment juste reach out, puis on peut y aller à partir de là pour vous aider. Encore une fois, ce qui est très important, Tammy, si tu me permets, finalement, je vais réitérer. J'ai compris finalement que vos services par rapport à la consultation sont gratuits. D'abord et avant tout. Il n'y a pas. Puis bilingue, puis confidentiel, c'est ça. Exactement. Ça, c'est des éléments très importants, finalement, à noter. C'est sûr, à un moment donné, si on parle pour une personne qui a besoin d'accommodation spécifique, c'est pas vous, finalement, qui a accès, qui a les programmes dans vos mains. Vous coordonnez, finalement, ou vous dirigez, ou vous allez assister quelqu'un vers ces programmes-là en tant que tels, mais les services de consultation que vous offrez sont gratuits, ils sont là, ils sont disponibles, bilingues partout en province, avec des gens finalement qui sont super compétents et qui veulent juste faire une différence dans la vie des gens. N'est-ce pas? C'est une bonne façon de faire ça par, oui. Tammy, je vais te dire merci énormément de t'être rendu disponible pour le webinaire de cet après-midi. L'objectif, encore une fois, c'était de permettre à l'auditoire d'en savoir davantage sur les services qui sont offerts par Capacité Nouveau-Brunswick. On a tellement de travail encore pour faire connaître nos joyaux, nos affaires qu'on a ici au Nouveau-Brunswick, surtout au niveau des personnes ayant un handicap. Il y a des services disponibles. Des fois, c'est juste une question de s'assurer de les connaître. Merci beaucoup, Tammy. Ça a été un plaisir. J'espère que ton expérience aura été aussi plaisante que la mienne. Pour les gens qui ont suivi le webinaire et à titre d'information pour d'autres aussi, le webinaire a été enregistré. Il va être disponible sur notre site web employeesupport.nb.ca. Nous allons également le partager, l'enregistrement du webinaire avec Capacité Nouveau-Brunswick. Et je pense, si j'ai compris ce matin, que vous allez le rendre disponible aussi aux gens qui voudraient bien, qui en feront la demande. Sur ce, moi, je vous remercie, Tammy, encore une fois, l'auditoire. Je vous dis merci et je vous invite de rester aux aguets. Nous avons d'autres webinaires qui vont venir prochainement où nous mettrons également en évidence d'autres agences extraordinaires et spécialisées comme Capacité Nouveau-Brunswick afin de s'assurer que tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises du Nouveau-Brunswick peuvent avoir accès aux services de haute qualité et qui sont déjà disponibles ici au Nouveau-Brunswick. Tammy, merci encore une fois et au plaisir. Merci.